De 7h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est un témoignage glaçant que vous propose Europe 1 ce matin. Celui d'un père de famille roué de coups, tout comme sa fille de 28 ans, à la gare de Meulan en Yvelines, en région parisienne. Les faits se sont produits fin juillet. Les auteurs de l'agression, un couple en tenue islamique, reprochaient à la jeune femme d'être habillée trop court. Le récit de Jean-Baptiste Marty. En ce dimanche après-midi, Laurent accompagne sa fille sur le quai de la gare. Elle porte un short court, tenue d'usage pour l'événement où elle se rend, un concert de K-pop de la musique sud-coréenne au Stade de France. Il y a des gens qui sont passés en face de nous, un homme et une femme. Le mec, sacré gabarit, un bon 1m85 facile. Et puis sa femme qui portait un voile entier, noir. La dame, elle tourne la tête vers nous. Elle parle à son mari ou son copain, je sais pas. Et là, il nous insulte. Il insulte ma fille. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je vais niquer ta mère la pute, espèce de salope. La situation dégénère et les coups pleuvent. Je me suis retrouvé par terre, beaucoup de coups de pied, dans la tête, dans le dos, partout, dans les fesses et la cuisse. Ce papa perd connaissance sous les yeux de sa fille qui, elle, est rouée de coups par la femme en djellaba. La jeune femme est ensuite forcée d'aller retirer 140 € à un distributeur. Bilan, 10 jours d'incapacité de travail pour le père, 9 points de suture et 27 jours d'arrêt pour sa fille. Aujourd'hui, Laurent s'interroge sur ce déchaînement de violence. Cette tenue, c'est une tenue normale. Normale dans un monde normal, dans un monde, nous sommes en démocratie. La démocratie, on l'accepte, c'est tout. Sinon, on va ailleurs. Les deux agresseurs présumés placés en détention provisoire seront jugés le 23 septembre. L'homme avait déjà été condamné pour violence ayant entraîné une infirmité permanente. Un document européen signé Jean-Baptiste Marty. Dans son rapport annuel sur l'état de la menace liée au narcotrafic, l'Office anti-stupéfiant le dit sans détour. Il n'y a pas de zone blanche, d'endroit sans point de deal en France. Le rapport annuel de l'OFAST alerte sur la dangerosité des trafiquants qui ne reculent devant rien, avec des méthodes ultra-violentes directement inspirées des pires cartels. Toujours selon ce document, la drogue est devenue le plus grand marché criminel du pays, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à 7 milliards d'euros. Une menace qui touche l'ensemble de la France, Caroline Baudry. 173 villes ont été le théâtre d'homicides sur fond de trafic en 2024, soit 12 communes de plus qu'en 2021. Derrière Marseille, Grenoble et Toulouse, une ville moyenne comme Dijon a par exemple connu 6 assassinats l'an dernier. Selon le rapport, les groupes criminels se partagent un commerce de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une dizaine de trafiquants contrôlent les importations et près de 200 000 dealers, dont des mineurs, en tireraient profit. C'est un tsunami blanc qui s'abat sur la France, note le rapport, mais pas de dealers sans consommateurs. Il souligne le ministre de l'Intérieur, alors que la consommation de cocaïne explose en France. La lutte est asymétrique, peut-on lire. Les services de police et de justice sont saturés face à des narcotrafiquants agiles et ultra-violents pour qui la détention n'est même plus une entrave à la poursuite d'un trafic. Caroline Baudry. Et restez avec nous juste après le journal. Nous recevons le directeur de l'Office anti-stupéfiant, Dimitri Zoulas, et nous verrons avec lui à quel point les cartels menacent l'ordre républicain. Les expulsions d'étrangers radicalisés, érigées en priorité par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et singulièrement depuis cette attaque terroriste à Mulhouse fin février, commise par un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français. Mais qu'en est-il des résultats concrets en matière d'éloignement ? Jacques Serret, vous avez pu consulter pour Europe 1 le bilan des premiers mois de l'année 2025. Depuis le 1er janvier, 64 étrangers radicalisés ont été contraints de quitter la France, 9 rien qu'au mois de juillet. Des expulsions effectives, ciblées et assumées. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est une priorité absolue. Bruno Retailleau en fait un marqueur politique. Il suit de près ces renvois avec un décompte chaque semaine sur son bureau. Les préfets sont personnellement responsabilisés, indique un conseiller. Et dans les Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère applique la consigne à la lettre. L'ancien directeur de cabinet de Gérald Darmanin à Beauvau a signé au mois de juillet, en un mois, 4 expulsions de profils hautement sensibles. Parmi eux, un Tunisien, ancien combattant de Daesh, suspecté de préparer une action violente sur notre sol, ou encore un Syrien fiché pour visionnage de vidéos de l'État islamique. Une logique de fermeté dans un contexte de menaces persistantes. 9 attentats ont été déjoués en 2024, dont 3 visaient les Jeux Olympiques. L'an dernier, 142 expulsions de ce type avaient été réalisées. Jacques Serret, c'est une expérimentation inédite actée lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni début juillet. Dès aujourd'hui, Paris et Londres vont échanger des migrants. La France acceptera des clandestins qui ont tenté de traverser la Manche sur des small boats. Et en contrepartie, l'Angleterre doit accepter un nombre similaire de demandes de titres de séjour formulées par des étrangers présents dans l'Hexagone. La question des otages à Gaza, au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. C'est la première fois que le sort de ces Israéliens
Palestiniens enlevés par le Hamas lors des attaques du 7 octobre 2023 se retrouvent à ce point au centre de l'attention aux Nations Unies. Et cela fait suite bien sûr aux vidéos effroyables d'otages affaiblis et affamés après 22 mois de détention. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit réunir son cabinet de guerre dans les prochaines heures pour donner de nouvelles instructions à son armée. Selon des médias locaux, il pourrait ordonner l'occupation totale de la bande de Gaza et des opérations dans les zones où les otages sont retenus. Il est 7h06, vous écoutez Europe 1 matin. En France, la victoire de l'île d'Oléron face à l'un des géants de la location saisonnière. Le Bon Coin, condamné hier par le tribunal de La Rochelle, a versé plus de 400 000 € à la communauté de communes en raison de manquements dans la collecte de la taxe de séjour ces dernières années. Airbnb avait écopé de la même sanction pour une raison similaire en avril dernier. Guillaume Dreschler. 410 000 €, c'est le montant que la plateforme Le Bon Coin a été condamnée à verser à la communauté de communes de l'île d'Oléron. La justice a relevé des irrégularités sur 384 séjours réservés entre 2020 et 2022 via la plateforme. Une victoire pour Michel Parent, le président de la collectivité et maire de Château d'Oléron. C'est une vraie satisfaction parce qu'il y avait un manque à gagner important sur la taxe de séjour. On en avait besoin pour soutenir la politique touristique. La gestion des offices du tourisme nous coûte 1 400 000 € par an, donc c'est l'essentiel de la taxe de séjour. On en avait besoin, autrement, on aurait dû fermer les office du tourisme et licencier les personnels. Une sanction pour des manquements sur la collecte des taxes de séjour et sur l'obligation de reversement à la collectivité. La plateforme a invoqué devant les juges le droit à l'erreur, une défense rejetée, et ce n'est pas la première fois que la justice donne raison à l'intercommunalité oléronaise. En avril dernier, Airbnb a aussi été condamné en appel. Le montant de l'amende, plus de 8,5 millions € pour les mêmes raisons. Et une autre plainte a été déposée par la communauté de communes de l'île d'Oléron contre Booking, autre géant de la location entre particuliers. Guillaume Dreschler, l'un des correspondants d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. En Charente-Maritime comme ailleurs, soyez prudents si vous avez prévu de vous baigner aujourd'hui. Cet été, les noyades mortelles sont en effet particulièrement nombreuses. 193 cas recensés entre le 1er juin et le 23 juillet selon Santé publique France. Un chiffre en hausse de 45% sur un an. La prévention est nécessaire dès le plus jeune âge. Alors certaines villes profitent des vacances d'été pour apprendre aux enfants à nager. Illustration dans une piscine lilloise avec le correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Lunettes de natation et bonnet de bain. Alice, 6 ans, enchaîne les longueurs et exercices. Elle semble plutôt à l'aise dans l'eau. Maintenant, j'ai plus peur. Pourquoi avant tu avais peur ? J'avais peur de me noyer. Tout l'été, 120 enfants effectuent des stages avec leçons de 30 à 45 minutes. N'oublie pas le menton collé à la poitrine. Objectif, apprendre les bases de la natation comme l'explique Damien, chef de bassin. Le but, c'est de savoir se débrouiller en cas de problématique. Tomber d'une berge, tomber d'un bateau, pas paniquer quand il nous arrive quelque chose. Car le nombre de noyades a quasiment doublé en France en juin 2025 par rapport à l'année dernière. Phénomène en hausse également dans le Nord. Arnaud Deslandes, maire de Lille. Les chiffres 2024 montrent que le Pas-de-Calais est un des 5 départements les plus touchés par les noyades mortelles. Derrière, par exemple, un département comme les Alpes-Maritimes, qui peut s'expliquer, lui, par la masse touristique pendant l'été. Si on se retrouve avec des chiffres aussi tristes, c'est bien aussi parce qu'il y a un déficit d'apprentissage de la natation. Notamment à cause du Covid, insiste l'élu, qui a entraîné des lacunes pour toute une génération. Selon un maître nageur, il est également important d'éduquer les parents à une vigilance permanente pour éviter les drames. À Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis, si vous passez vos vacances en région parisienne, c'est un lieu que vous ne manquerez pas de visiter sans doute. Oui, le château de Versailles, 15 millions de visiteurs chaque année et une innovation majeure cette année. Il est désormais possible de parler aux statues pour leur demander des renseignements sur l'histoire de la demeure des rois de France. C'est bien sûr l'intelligence artificielle qui donne cette possibilité via une application dédiée. Démonstration dans les jardins de Versailles avec Mathis Lang. Combien as-tu d'animaux qui t'entourent ? Non, Tiffany, une visiteuse, ne parle pas toute seule, elle parle à la statue de l'Atone qui trône dans un bassin du parc et c'est la déesse elle-même qui lui répond. On compte 6 paysans en métamorphose, 18 grenouilles et ensuite les ajouts de Hardouin-Mansart. Cela fait 24 animaux au total. Alors, ça a répondu à votre question du coup ? Ah, ça a répondu à ma question, c'est impressionnant. En fait, il suffit de flasher avec son téléphone un QR code. Ensuite, l'interaction débute avec l'intelligence artificielle.
demande-moi ce que tu veux. Laurent et Corinne viennent d'échanger avec le sphinx chevauché par un amour. Les statues, il y en a tellement qu'on les regarde peut-être pas forcément. Ça peut être vraiment la solution parce qu'on n'a pas un spécialiste d'histoire à côté de nous. Ouais, c'est plutôt sympa. Résultat d'une collaboration avec l'entreprise qui propose ChatGPT, cette innovation cherche à éviter toute erreur historique. Pierre-Hippolyte Pennet, conservateur en chef au château de Versailles. On a travaillé en amont pour fournir pour chacune des sculptures 15 pages de données. Normalement, elle ne peut pas se tromper. D'ailleurs, si elle ne connaît pas la réponse à une question, elle répond qu'elle ne peut pas répondre à la question. Sur un total de 800 statues, une vingtaine fonctionnent cet été avec cette technologie. Le château réfléchit à étendre ce dispositif à l'avenir. Le reportage européen de Mathis Lang. Et puis les risques d'incendie sont une nouvelle fois très élevés dans le sud de la France. L'Aude placée en alerte rouge. Les températures devraient atteindre la barre des 35 degrés dans le département et les vents seront particulièrement forts. 9 autres départements sont en vigilance orange pour les feux de forêt. Merci Maël Hassani pour votre journal.